Un jour, j'ai vu Blade Runner et je suis tombé un peu amoureux d'une androïde, Rachel. C'était une intelligence artificielle sensible qui n'avait pas conscience de son état de machine. J'ai évidemment ensuite dévoré le livre de Philippe K. Dick, « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» qui a inspiré le film. Et l'auteur y brouille les cartes de sorte qu'on ne sait plus vraiment qui est l'androïde et qui est l'humain. Philippe K. Dick, c'est un auteur de science-fiction qui a influencé l'imagination de pas mal de chercheurs en informatique et en intelligence artificielle. On lui doit aussi la nouvelle qui a inspiré le film Minority Report, dans lequel un policier refuse de croire qu'il va commettre un meurtre prédit par une IA. Arriverons-nous un jour à concevoir des algorithmes qui prédiront aussi précisément les infractions ? Comment les humains vont-ils se servir du droit pour encadrer les machines ? Nous verrons avec Olivia Tambou que la régulation existe, mais qu'il y a encore un peu de travail. Le machine learning permet aujourd'hui à un algorithme d'induire à partir de masses de données des règles de décision, comme accorder un crédit par exemple, sans que celles-ci ne soient explicitées au préalable par le concepteur de l'algorithme. Dit comme ça, on peut avoir un peu peur. Il s'agit bien d'un paradigme particulier. On ne programme pas des règles, on les fait émerger des données. Cela s'appelle des sciences de l'induction. Alors dans ce cas, comment s'assurer que l'IA n'a pas de biais et ne vous a pas pris en grippe à cause de votre genre, de votre religion, de votre nationalité ou de l'endroit où vous vivez ? Nous discuterons avec un chercheur, Thierry Kirat, qui nous dira comment un algorithme peut être loyal et que le juge robot, il n'y croit pas trop. Avec tout ça, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Éric Naron, vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes, et aujourd'hui, on parle droit et justice. Et pour explorer tout ça, je vous donne rendez-vous dans le studio de Paris Dauphine où je suis en bonne compagnie avec Olivia Tambou et Thierry Kirat. Olivia Tambou, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris Dauphine PSL en droit européen et membre du labo de recherche en droit CR2D. Quels sont vos sujets de prédilection, Olivia ? Alors, je m'intéresse aux données, notamment les données qui nourrissent l'intelligence artificielle, notamment pour assurer juridiquement leur partage, leur circulation, tout en assurant leur protection. Et plus globalement, je travaille sur l'encadrement éthique et juridique nécessaire pour permettre le développement de l'IA. Et juste à côté de vous, Thierry Kirat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire de recherche en sociologie IRISO à Paris Dauphine PSL. Et vous vous intéressez maintenant aux enjeux juridiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce à dire ? J'ai le plaisir de travailler avec mes amis et collègues juristes et aussi avec mes amis et collègues sociologues. Donc je suis un peu à l'intersection du droit, de la sociologie et de l'économie. Et bien sûr, l'IA pose des questions juridiques, interroge la régulation juridique, mais aussi pose problème à la société, notamment en termes de protection des droits fondamentaux, des données personnelles, mais aussi met en question le fonctionnement de la société. Merci. Alors, cette première question, j'en ai un peu fait une boutade dans mon introduction, mais comment un algorithme peut-il être loyal, Thierry ? Est-ce que vous pouvez développer ce concept qu'on appelle également fairness ? Voilà, donc en anglais, c'est la fairness. On a tendance à traduire en français par loyauté, donc qui renvoie à une qualité idéale de l'algorithme, qui est celui de ne pas être à l'origine de décisions discriminatoires, qu'elles concernent les individus stricto sensu ou les individus appartenant à des groupes sociaux, ou ethniques ou autres. Ça étant, c'est assez compliqué parce que il existe une bonne vingtaine de définitions et de critères de mesure de cette loyauté des algorithmes. Comment est-ce qu'on s'assure que l'algorithme a été conçu sans biais ? L'algorithme, s'il utilise des données, disons, socio-économiques, c'est des données d'apprentissage, donc il apprend sur des données socio-économiques, et que la société est biaisée, parce que la société n'est pas égalitaire. Il y a trop peu de femmes cadres, trop peu de femmes dans les conseils d'administration. Ce qu'on peut attendre à minima, c'est que l'algorithme de décision automatique n'accentue pas les biais sociaux préexistants. Par contre, si l'algorithme porte sur des données qui sont des pixels, des images, et que cet algorithme de reconnaissance faciale n'est pas très performant pour reconnaître certaines textures de peau, on peut enrichir les données, donc mettre des centaines de milliers de photos de peau noire,
ou de peau foncée pour que l'algorithme de reconnaissance faciale performe mieux. Ce qu'on peut faire avec des données comme des images, on ne peut pas le faire avec les données socio-économiques. Cela étant, donc c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens travaillent, notamment pour faire en sorte que, à défaut des données, que les modèles n'accentuent pas, ne soient pas à l'origine de biais et de discrimination. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'explicabilité de l'IA, c'est-à-dire le fait d'avoir une conception ouverte qu'on puisse raconter? Est-ce que vous pouvez nous parler de vos conceptions de l'éthique dans la fabrication de l'algorithme? Alors l'éthique, je vais essayer de préciser les choses. Si on part d'une situation dans laquelle on pose une règle claire, neutre et impartiale, donc tous les individus sont égaux, mais que l'application de cette règle neutre et impartiale, au moins formellement, génère des résultats différenciés selon que les individus sont de tel ou tel type. Donc une règle claire, neutre, formellement, facialement, génère des résultats qui sont différenciés, ce qu'on appelle l'impact disproportionné. Donc là, c'est une discrimination indirecte que personne n'a voulu. Pour corriger ce déséquilibre dans les résultats entre groupes, par exemple que certains groupes sociaux n'aient pas accès au crédit bancaire aussi largement que d'autres, sur la base d'un algorithme qui fait du scoring, on peut essayer de corriger ça en disant le bon critère éthique, c'est pas de reposer sur une règle neutre et non discriminatoire, c'est d'essayer d'indexer les résultats sur le poids démographique de chacun des groupes. Et là, on va dire, donc, si les femmes représentent 50% de la population, elles devraient avoir 50% de succès pour l'obtention d'un crédit bancaire. Mais il y a d'autres cas, donc on peut aussi préciser les critères de comparaison des groupes, donc de mettre une condition, dire avoir à peu près le même âge ou le même statut social, être cadre ou pas, etc. On peut aussi aller vers une notion d'égalité des chances. Auquel cas, on va considérer que le bon critère, c'est de dire que dans les différents groupes sociaux, candidats à un bénéfice quelconque, un crédit bancaire ou une décision administrative, eh bien, que le taux de vrais positifs soit les mêmes dans les deux groupes. C'est-à-dire qu'il y ait une véracité, une authenticité des décisions qui soit égale pour les deux groupes. Et donc, il y a toute une série de développements sur ces sujets qui consistent à dire qu'aucun critère, aucune métrique n'est parfaite. Il y a toujours des résultats, des limites qu'il faut essayer de corriger. Donc, les informaticiens travaillent sur ces sujets depuis longtemps. Maintenant, l'enjeu, c'est un enjeu de régulation et de préférence sociale. Quels critères voulons-nous porter comme critères de décision algorithmique loyale? Olivia, quel est le statut juridique d'une intelligence artificielle? Alors effectivement, si on se réfère à l'excellent film dont tu parlais, c'est-à-dire Blade Runner, on peut se poser la question. Et on se la pose aujourd'hui. Donc il y a en droit deux grandes catégories, donc les personnes et les choses. Et normalement, eh bien, les personnes ont des droits et des obligations, sont aussi j'ai des droits et des obligations. Elles peuvent être physiques, des individus comme toi et moi, mais ça peut être aussi des personnes fictives comme des sociétés qui sont considérées comme des personnes morales. Et puis, il y a les choses qui, elles, sont sous la responsabilité en général des personnes et qui sont le plus souvent la propriété des personnes. Donc actuellement, on peut dire que l'IA, elle est considérée comme une chose. C'est-à-dire que souvent, on parle d'ailleurs de machine quand on parle d'IA. Mais il y a de nombreux débats qui existent sur la nécessité de doter, par exemple, certains robots, voire certaines IA, d'une forme de personnalité juridique dès lors qu'ils disposent de la capacité de prendre des décisions autonomes. Il existe aussi un débat autour de la possibilité d'attribuer, par exemple, des droits d'auteur ou à une IA, ou la qualité d'inventeur d'un brevet à une IA, et qui serait aussi un premier pas vers une reconnaissance d'une certaine forme de personnalité juridique. Par exemple, en Australie, en Afrique du Sud, une intelligence artificielle d'Abus a été considérée comme l'inventeur d'un brevet pour un récipient alimentaire capable de conserver la chaleur. Donc on voit qu'on est sur des choses très très pragmatiques. Mais on est quand même loin de l'autre excellente série sur l'intelligence artificielle, qui est par exemple Real Humans, la série suédoise, où des robots humanoïdes, appelés les UBO, dont le code a été libéré, obtiennent d'avoir les mêmes droits que les humains, comme celui d'hériter, de se marier ou d'adopter les enfants. Alors, s'il n'est pas exclu qu'à terme, une catégorie spécifique soit créée pour certaines IA, je crois que véritablement, la question centrale, c'est bien plus pourquoi faire. S'il s'agit simplement de régler, par exemple, la question de la responsabilité des dommages qui pourraient être causés par une IA,
doté d'une certaine autonomie de décision, il y a d'autres alternatives qui sont possibles, comme par exemple instaurer des assurances obligatoires auprès des constructeurs ou des utilisateurs d'IA, comme cela existe par exemple pour les automobiles. Donc on voit qu'à mon sens, s'intéresser à la question du statut de l'IA, c'est se demander si on doit envisager des limites éthiques et juridiques au développement de certaines IA pour continuer de marquer la différence entre l'homme et la machine. Ça voudrait dire que aujourd'hui, les IA sont considérées comme des choses. Est-ce que ce mouvement de fond qui voudrait donner une personnalité juridique aux IA est important? Est-ce que ça vous semble crédible? Est-ce que ça vous semble nécessaire? Personnellement, j'y suis un peu hostile et on est plusieurs juristes à être hostiles, mais vous avez de nombreuses personnes qui œuvrent pour cela. Donc, je pense que peut-être qu'à terme, on aura une certaine catégorie peut-être de personnalités qui pourraient être reconnues aux IA, mais on en est encore loin quand même. Et surtout, la question centrale, c'est pas tellement, à mon sens, de savoir est-ce qu'on doit ou pas reconnaître une personnalité juridique, mais pourquoi faire cela? Et alors justement, aujourd'hui, il y a une loi, hein, si vous m'arrêtez si je me trompe, hein, je crois que c'est la loi Le Maire de 2016, qui parle de la transparence des algorithmes. De quoi on parle, exactement? Et puis comment, aujourd'hui, le droit français ou européen, encadre, ces algorithmes? Alors là, la question de la transparence des algorithmes, c'est une question intéressante parce qu'on peut la lire de différentes manières. Donc, quand on parle de transparence, souvent, ce que l'on comprend, c'est que l'on doit savoir exactement ce que fait l'algorithme. Donc, ça peut rejoindre ce qu'expliquait tout à l'heure Thierry, c'est-à-dire la question de l'explicabilité des algorithmes. Mais ça peut aussi être une autre forme d'information qui doit être donnée, comme par exemple une information sur l'existence même d'un algorithme qui a pris la décision. Donc ça, c'est ce qui existe notamment en droit français. À partir du moment où on a un algorithme qui prend une décision individuelle, qui peut affecter une personne, il y a l'obligation pour la personne qui utilise cet algorithme de le faire savoir aux utilisateurs ou aux personnes. Et puis, vous avez la question aussi d'ouvrir le code. Ça aussi, c'est un élément important parce que si on a un code qui est ouvert, on peut voir exactement comment il a été fait. Et certains considèrent que c'est un gage supplémentaire pour l'explicabilité. Mais l'explicabilité et la transparence, c'est pareil, c'est pourquoi faire. C'est vrai que je pense que nos collègues en machine learning, c'est très important pour eux d'avoir le code ouvert. Personnellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on m'explique dans des langages simples quel est le critère qui a été pris en compte par l'algorithme pour arriver à telle décision et quel contre-critères auraient permis d'arriver à une autre décision. Donc là, vous voyez que la transparence, ça ne suffit pas. Il faut expliquer en langage clair ce que fait l'algorithme et on prendre en compte le public aussi pour la transparence. Thierry Kirat. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Olivia vient de dire. Si je peux compléter un petit peu, à minima, on peut exiger que les gens ordinaires soient informés du fait que lorsqu'ils téléphonent à leur banque, ils n'ont pas forcément une personne humaine au bout du compte, mais un robot conversationnel. D'autre part, que si une décision est prise qui les concerne sur la base des recommandations d'un algorithme, ou si la décision est complètement prise par l'algorithme, eh bien, à minima, on devrait pouvoir exiger que les citoyens soient informés de cela. On se rend pas compte à quel point notre vie est à ce point gouvernée, enfin le mot est sans doute très fort, par les algorithmes, hein. Vous parliez d'un crédit, mais il y a évidemment tout un tas d'autres domaines dans lesquels une décision qui nous concerne est prise par un algorithme sans qu'on en soit nécessairement informé. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la question est peut-être un peu naïve, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du droit français, au niveau du droit européen, pour être à la fois mieux informé et puis pour ne pas dépendre d'algorithmes tout privés ou défendant des intérêts internationaux qui ne sont pas les nôtres? Olivia Tambou. En ce qui concerne le droit, déjà, il y a le RGPD qui permet de répondre à un certain nombre de questionnements, notamment ceux que vous avez évoqués. Donc, il y a quand même une obligation d'information, encore une fois. Donc, on doit être informé de l'utilisation d'algorithmes pour des décisions individuelles qui nous concernent. Ça, c'est la première chose.
Et ensuite, normalement, si la décision est prise exclusivement par l'algorithme, il faut qu'il y ait un fondement légal. Alors, par exemple, en France, l'administration peut prendre des décisions individuelles fondées sur un algorithme, ce qu'on appelle une base juridique pour le faire, mais ça entraîne un certain nombre de garanties. Et une des garanties, c'est déjà l'information préalable, mais aussi la garantie que l'administration garde la main sur la logique de l'algorithme. Donc, dans le droit français, on peut dire qu'il y a vraiment une logique d'explication. On doit expliquer la décision concrète qui a été prise par l'algorithme, pourquoi elle a été prise dans ce sens-là. Donc, c'est même plus en avance que ce que l'on peut trouver dans le RGPD, ce que le RGPD permet, puisqu'il a ce qu'on appelle des marges d'appréciation qui sont laissées aux États pour régler certaines questions, notamment celle-ci. Donc, il me semble que le cadre juridique français est relativement bordé, si j'ose dire, sur l'utilisation des algorithmes pour prendre des décisions administratives individuelles. Quant au domaine d'application, vous en avez cité au moins un, l'attribution de crédit, mais le plus connu, notamment de personnes qui nous écoutent, notamment des étudiants et des enseignants, c'est l'algorithme pour Parcoursup, pour permettre de rentrer à l'université. Donc, il y a un algorithme qui est ouvert. Et donc, les garanties qui ont été ajoutées par l'État, c'est non seulement l'ouverture du code, également le fait que vous avez un audit annuel de comment l'algorithme a fonctionné et un comité d'éthique. Donc là, on est dans la gouvernance autour de la mise en œuvre de l'algorithme qui fait des recommandations pour l'amélioration pour les années suivantes. Alors Olivia Tambou, que peut faire l'Union européenne pour mieux encadrer ces IA ? Alors, l'Union européenne est très volontariste sur l'encadrement des IA. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, à l'échelle mondiale, on réfléchit beaucoup sur les possibilités d'avoir des principes éthiques pour le développement des IA. Il y a eu aussi une réflexion à l'échelle de l'Union européenne avec des principes éthiques pour le développement d'une IA de confiance. Mais la voie que choisit l'Union européenne, c'est ce qu'on va appeler une voie réglementaire, c'est-à-dire de poser des contraintes fortes sur le développement de l'IA pour sécuriser à la fois le développement futur de l'IA, mais aussi s'assurer que ce développement ne se fait pas au détriment de ses valeurs. Donc actuellement, l'Union européenne est la première au monde à proposer une proposition de règlement, donc qui date d'avril dernier, pour encadrer l'IA. Alors c'est un texte qui est en cours des négociations, qui je pense sera aussi marquant que l'est le RGPD en matière de données, et qui va avoir, je dirais, différents intérêts. D'abord, il va y avoir une première définition harmonisée à l'échelle de l'Union européenne, donc 27 États membres et potentiellement 30 qui donc appliqueront cette définition de ce que c'est qu'un système d'IA. Pour l'instant, cette définition, évidemment, fait encore l'objet de négociations. C'est quelque chose de nouveau. C'est une approche de la réglementation de l'IA par le risque, avec des lignes rouges, des IA donc, qui sont considérées haut risque, donc qui seront définies de manière matérielle, et pour lesquelles eh bien, le développement de ces IA dans l'Union européenne nécessitera au préalable d'avoir une conformité qui sera déclarée par des organismes particuliers. Et donc, ça veut dire que pour des acteurs qui sont des concepteurs d'IA et qui seraient hors de l'Union européenne, eh bien, ils devront s'engager dans cette conformité, dans cette procédure de conformité pour développer le marché de l'IA dans l'Union européenne. Et enfin, deuxième chose qui me semble importante, c'est que aussi il y a une définition de pratiques qui seraient interdites. Là, on dit clairement que il y a certaines pratiques qui sont pas du tout conformes avec les valeurs de l'Union européenne. Et notamment, pour l'instant, il y a une pratique sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord, c'est ce système de notation généralisée des personnes par les autorités publiques, donc ce que certains appellent le crédit social à la chinoise. Donc ça, par exemple, ce serait quelque chose qui serait interdit. Il y a même dans le cours, dans le texte qui est en train d'être, dans la position qui a été donnée par le Conseil de l'Union, l'idée que ça devrait aussi concerner la notation par des autorités privées. Donc là, de type chauffeur Uber, etc. Ensuite, il y a d'autres techniques dont certains usages pourraient être interdits, donc notamment certains aspects de reconnaissance faciale. Tout cela va bien entendu être négocié pendant plusieurs années. Et enfin, il y a aussi un dernier point, c'est que, par exemple, les chatbots ou les logiciels de deepfake,
On parlait tout à l'heure de transparence. Et bien là aussi, il y a des exigences de transparence supplémentaires qui sont nécessaires pour les concepteurs de ces systèmes, dans lesquels il doit être bien clair qu'il s'agit de contenus générés ou manipulés artificiellement. On voit qu'il y a une volonté d'avoir un texte fort, d'un texte qui soit général pour l'ensemble des systèmes d'IA, ce qui ne veut pas dire qu'après, il n'y aurait pas des textes spécifiques pour certains domaines, comme dans la santé ou dans le domaine automobile, par exemple. Et puis qu'on est sur une approche par le risque avec des systèmes d'IA dont on va déterminer qu'ils sont à haut risque et pour lesquels on va mettre des obligations assez fortes. Pour l'instant, il s'agit d'une obligation de conformité au stade du texte. J'ai bien compris que cette réglementation, c'est pas encore pour tout de suite, mais ça se compte en mois, en années, en dizaines d'années, selon vous? C'est difficile à dire parce que c'est un texte qui est très, très ambitieux et donc qui va faire l'objet de nombreuses négociations. Mais c'est quand même un texte qui a été considéré par la commission actuelle comme une priorité. Donc on peut penser que dans une part d'années, ce texte sera adopté. Thierry Kirat, vous nous disiez en préparant l'émission qu'il y avait des algorithmes publics dont on n'avait pas réellement conscience. Est-ce que vous pourriez un petit peu revenir là-dessus? Oui, on a parlé tout à l'heure des algorithmes utilisés par l'administration, avec les droits assez généreux et très ouverts octroyés aux citoyens dont parlait Olivia Tambou tout à l'heure. Mais il y a un autre domaine qui est celui des algorithmes de contrôle en matière fiscale, en matière douanière, en matière de prestations sociales ou autres, sur lesquels les citoyens n'ont pas forcément une information sur le fait que les contrôles qui sont exercés sur leur situation soient basés sur des algorithmes. Il y a eu des expériences assez intenses menées ces dernières années en Australie et aux Pays-Bas. En Australie, c'est un système de contrôle assez étendu par l'administration qui a fait l'objet d'un avis très défavorable de la part du défenseur du droit, donc de l'ombudsman. Et in fine, ça a donné lieu à des décisions de justice qui ont enjoint l'administration à renoncer à ce type d'algorithme. Aux Pays-Bas, très récemment également, donc sur un algorithme très étendu de contrôle en matière de chômage, d'allocation familiale et bien d'autres choses, qui a fait l'objet d'une décision de justice défavorable. La question majeure, c'est celle en particulier du fait que les citoyens auxquels des reproches étaient faits n'étaient pas informés des bases de cette suspicion de fraude et ne disposaient pas des armes nécessaires pour expliquer leur situation et défendre leur position. Voilà, donc des vrais problèmes sur le fonctionnement de ces algorithmes de contrôle dans le secteur public. Merci. Un autre domaine dans lequel l'algorithme pourrait être ou doit être, c'est à vous de le dire, complètement encadré, c'est le domaine de la justice. Thierry Kirat, vous travaillez autour des concepts de justice assistée par algorithme. De quoi parle-t-on exactement ? Alors, on parle effectivement de choses qui sont très, très diverses, inégalement développées. Donc, on connaît assez bien le système de prédiction du risque de récidive aux États-Unis, qui s'appelle Compass, qui a fait l'objet de décisions de justice, notamment de la Cour suprême du Wisconsin, puisqu'un prisonnier a fait un recours devant les juges en arguant du fait que la décision prise, qui consistait à le maintenir en détention préventive, avait été prise sur le fondement du risque de récidive prédit par l'algorithme. Voilà, donc ça existe. Aux États-Unis, il y a ce système qui est très controversé. Il y a eu une controverse sur le fait de savoir si il était biaisé en défaveur des Afro-Américains plutôt que de la population carcérale blanche ou des prévenus, voilà, selon leur couleur de peau. Donc il y a une controverse très très importante. Les États-Unis emploient pas mal d'algorithmes de police prédictive qui consistent à orienter l'activité des patrouilles de police en fonction d'une estimation faite par l'algorithme de la probabilité d'occurrence d'un crime ou délit dans tel pâté de maison. Voilà. Maintenant, en Europe, on n'en est pas là. Il y a des réticences fortes sur l'idée d'appliquer un outil prédictif en matière pénale.
au nom des valeurs européennes, des droits de la défense, et d'individualiser les peines. Mais par contre, là où, en France en particulier, mais aussi le cas dans d'autres pays européens, notamment l'Estonie, on parle beaucoup d'Estonie, du juge robot estonien. C'est un abus de langage, le juge robot, puisqu'il s'agit ici d'utiliser des plateformes de résolution en ligne de petits litiges, des petits litiges du quotidien, le loyer impayé, le crédit à la consommation impayé, etc., qui représentent une masse tout à fait importante de l'activité des tribunaux, qui n'a pas d'intérêt juridique bien marqué, donc ça ne pose pas des questions de droit nobles en quelque sorte. Il y a ici cette tendance dans les politiques publiques de la justice de promouvoir le recours à des procédures dématérialisées et puis d'utilisation de plateformes pour régler ces petits litiges, sachant que, in fine, c'est un juge qui prend la décision finale. D'accord, oui, parce que Olivia, quand on fait un peu de droit, on sait que ce genre de litige, de juge du fond, c'est à la fois de l'application bête et méchante du droit, mais il y a aussi beaucoup d'humain et de prise en compte de situations individuelles. Qu'est-ce que vous pensez de cet exemple estonien ? D'une manière générale, je pense qu'en France, notamment dans le RGPD, il est prévu qu'on ne peut pas prendre une décision de justice par le biais d'une décision algorithmique exclusive. Donc, on est en train de parler essentiellement, dans le cas du français, de la possibilité d'utiliser des outils algorithmiques d'aide à la décision. Mais en aucun cas, la décision n'appartient à la machine, si j'ose dire. C'est simplement de l'aide à la décision. Et il me semble que c'est assez raisonnable. Par ailleurs, il me semble que les quelques expériences qui ont été faites en France n'ont pas prouvé qu'elles étaient d'une performance et que finalement, il y avait une question de solutionnisme technologique, si j'ose dire, qui serait à développer. On en veut pour preuve aussi qu'il y avait une expérience qui s'appelait DataJust, qui concernait donc l'utilisation d'algorithmes qui avaient été autorisés par la loi pour l'évaluation des litiges, des dommages corporels dans certains litiges, pour aider les juges à l'évaluation de ces dommages, et que cette expérimentation... on a mis fin à cette expérimentation pour diverses raisons. Donc personnellement, à un moment où on trouve que les coûts, le budget de la justice est assez serré, il me semble que ces solutions techniques sont aussi des solutions qui sans doute permettraient d'avoir une vitesse plus rapide de la justice, mais ont un coût assez important qu'on néglige. Et je préférerais que cet argent soit mis au bénéfice d'une qualité de justice par des humains plutôt que développement de systèmes algorithmiques dont, encore une fois, la performance n'a pas toujours été démontrée. Oui, en fait, je suis d'accord avec toi, mais il y a deux choses. Il y a le traitement du contentieux de masse, et là, on voit dans la loi de programmation et de réforme de la justice dans laquelle nous sommes, que c'est une solution technologique qui est pensée comme la solution à la limitation des moyens de la justice. Même s'il y a décision humaine au bout du compte, ça va dans un mouvement dans lequel il s'agit de simplifier les exigences de procédure, la manière de traiter ces petites affaires. On a beaucoup d'affaires dans lesquelles on a un juge unique et non pas une formation collégiale. On a des procédures sans audience, donc le droit de justiciable d'être entendu par un tribunal est un peu battu en brèche malgré tout. Donc on a ce procédure-là, et lorsqu'on assiste à des conférences à la Cour de cassation sur les enjeux de justice prédictive, et qu'on entend effectivement que de la part des hauts magistrats, que la justice devrait se limiter à traiter les affaires, ce que j'appelle les affaires nobles, c'est-à-dire qui posent des vrais problèmes juridiques, qui font appel à des raisonnements complexes, à de la créativité. Je ferme cette parenthèse pour me déplacer vers l'autre sujet, qui est celui de ce qu'on appelle la justice prédictive, qui est un abus de langage. Donc c'est des algorithmes nourris par des décisions de justice et qui permettent de générer des résultats statistiques. Par exemple, le montant d'une indemnisation ou la fourchette d'une indemnisation pour un licenciement abusif pour un salarié ou une salariée de telle
qualification et de telle ancienneté dans une entreprise de telle taille. Il n'y a pas grand-chose de prédictif, à mon avis, là-dessus. Il y a beaucoup d'analytique, donc énormément d'informations factuelles, de données mises en forme, qui, à mon avis, a la vertu de homogénéiser les décisions des juges, notamment des juges du fond, sur des affaires à peu près similaires. Donc ça peut fonctionner en quelque sorte comme un barème. Et il y a un autre aspect que je voudrais évoquer, c'est celui du monde des legal tech, qui ont été très foisonnantes à certains moments. Aujourd'hui, le processus de création se ralentit un petit peu. Et on a vu arriver donc des legal tech qui proposaient des services juridiques, bien sûr à titre marchand, à titre onéreux, mais qui portaient atteinte aux prérogatives, notamment des avocats dans un cas, donc, ou des éditeurs juridiques dans un autre. Et par exemple, une application qui s'appelle Demander Justice, qui donnait aux gens la possibilité de saisir eux-mêmes un tribunal, bien s'est vu condamné par les tribunaux et confirmé par la Cour d'appel de Paris en novembre 2018, sur demande du Conseil national des barreaux, considérant que cette legal tech offrait des services juridiques qui sont dans les prérogatives des avocats. Donc il y a des frictions effectivement qui se posent et qui sont peut-être limitatives du développement de ces legal tech voilà, à l'avenir. Bon, alors on attend avec impatience les premiers cabinets d'avocats dans le métaverse. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci Thierry Kirat, merci Olivia Tambou. Merci à vous. Merci. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, le podcast de Dauphine Numérique. Dauphine Numérique, c'est un projet de recherche qui vise à expliquer l'IA à travers les travaux d'informaticiens, de mathématiciens ou de sociologues et d'économistes. Merci aux membres du comité de pilotage, à commencer par Jamal Latif, l'homme qui fait résonner les IA, Pierre Laniré, Pascal Guéné et Valérie Bouba. Un merci spécial à Adélie Chevalier qui fait vivre Ex Machina sur les réseaux sociaux. Ce podcast est réalisé et monté par Aurélien Thom qui pose les micros avec une précision redoutable et déteste plus que tout le bruit des feuilles de papier que l'on tourne pendant les enregistrements. C'est également Aurélien qui a créé la super bande-son d'Ex Machina. Si vous aimez ce podcast, il y a 5 autres épisodes aussi chouettes à écouter sur vos plateformes préférées. Mettez-nous 5 étoiles et laissez un commentaire, ça dira à l'algorithme de faire remonter ce podcast dans les classements. On ne sera pas payé plus cher, mais on sera content d'être écouté par plus de monde. Dans le prochain épisode d'Ex Machina, l'ère des algorithmes, nous nous intéresserons aux données de santé. À quoi servent ces grosses bases de données ? Ont-elles de la valeur ? Oui, mais pour qui ? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode, pardi. Je recevrai Florence Uzo et Emmanuel Bacry pour parler des IA de santé, à la vôtre. En attendant, n'oubliez pas de connecter avec des humains et à bientôt dans un mois.